Alors, ça s'est stabilisé au niveau des participants, donc je vous propose de commencer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode 3 de la série simulation sur la simulation avec SolidWorks ou les outils autour de l'environnement de SolidWorks. Donc, pour information, les deux premiers épisodes étaient sur la simulation et la modélisation autour d'un vélo électrique. Et le deuxième épisode était sur l'électromagnétisme, un épisode un peu plus avancé, sur vraiment focalisé sur le domaine de l'électromagnétisme. Donc vous pouvez, si vous avez manqué ces deux premiers épisodes, vous pouvez aller les visualiser sur la chaîne YouTube de SolidWorks France. J'en reparlerai à la fin de cette présentation. Il y aura un QR code, vous pourrez prendre en photo, y accéder, vous abonner. Soyez un petit peu patient. J'anticipe une des questions. Ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay et il sera également après disponible aussi sur la chaîne YouTube de SolidWorks. Je vais me présenter. Donc moi, c'est Eric Chastanet. Je travaille chez Dassault Systèmes en tant que consultant simulation. Et donc aujourd'hui, je suis la personne qui va vous présenter la modélisation et la simulation dans un contexte d'équipement industriel. Avant de commencer vraiment la présentation, donc vous pouvez interagir avec nous. Donc il y a un questions et réponses. Il y a également un chat qui est disponible. D'ailleurs, si vous pouvez poster un petit message dans le chat juste pour vérifier que déjà vous voyez bien mon écran, vous m'entendez bien. Et donc, si vous avez aussi des questions durant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, à la fin de la présentation, je passerai un petit peu de temps sur les questions. S'il y a trop de questions, vous inquiétez pas, hein, on mettra les questions de côté et on reviendra vers vous. On vous enverra un mail personnalisé, mais peut-être aussi avec plus d'informations. Donc, je vous propose de commencer. On va commencer par une petite vidéo. Donc ça, c'est un client SolidWorks. Il s'appelle Resemine. C'est un client qui est péruvien, qui fait des machines pour l'industrie minière, qui fait des perçages. Après, c'est pour pouvoir mettre des explosifs au niveau des mines. Et donc là, ils font des essais. Ils font des essais de perçage. Et alors, je vais mettre une petite pause. À cet instant précis, hop, je relance. Vous voyez ici une pièce qui tombe. Cette pièce, elle tombe parce que elle est cassée. Il y a quelque part, il y a une rupture dans le système. Donc, ils ont mis en place ce banc d'essai. Ce sont des essais qui coûtent très cher, hein, parce que déjà, ça prend du temps. Il faut faire venir des blocs de béton. Faut essayer de reproduire un cadre, un environnement d'essai qui puisse être assez représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus, il faut faire du prototypage pour faire ces essais. Et donc, s'ils font ce genre d'essai-là, c'est parce qu'ils se sont rendus compte sur le terrain, des fois, il pouvait y avoir des ruptures de pièces et que, vu qu'ils travaillent dans l'industrie minière, eux, quand ils vendent des machines et que la machine a un problème, est arrêtée, ils doivent rembourser leur client, sur les pertes de productivité qu'ils vont en avoir. Donc, imaginez une machine comme ça qui est bloquée, je ne sais pas, 2, 3, 4 jours, une semaine, parce qu'il faut aussi avoir le temps d'envoyer quelqu'un sur le terrain. C'est dans des mines, dans des zones assez reculées. Vous vous rendre compte que ça peut avoir un impact économique assez important. Donc, depuis quelques années, depuis 3, 4 ans, on a beaucoup travaillé avec eux sur la simulation pour essayer justement d'éviter d'avoir affaire à ce genre de situation. Alors, au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction, ça va être très bref, sur les notions de la plateforme 3D Experience et qu'est-ce que le portefeuille 3D Experience Works. Donc déjà, vous reconnaissez un petit peu le mot Works, hein, de SolidWorks. Et donc là, on peut se dire, c'est peut-être la plateforme 3D Experience adaptée au portefeuille SolidWorks. Je ne sais pas, hein, c'est un teaser. Ensuite, dans un second temps, ce sera la partie un peu plus, je dirais, concrète, un peu plus intéressante. C'est là où on va avoir beaucoup justement d'exemples d'applications, notamment de la simulation sur ce cas d'équipement industriel. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran, hein, sur la droite. On va prendre ce qu'on appelle le B-excavator chez nous, qui est un excavateur virtuel qu'on a dessiné chez Dassault Systèmes, qui nous permet justement de tester nos produits virtuels.
Et ensuite, on terminera par résumer un peu ce qu'on a vu et on verra aussi où voir les replays et puis quelques autres slides peuvent être intéressantes, quelques autres informations qui peuvent être intéressantes. Avant de commencer, on a une petite question. On a besoin de votre avis. Donc, je vais laisser mon partenaire lancer le sondage. Bon, la première question est assez facile. Bah, assez facile. En réalité, il y a deux réponses. En réalité, il y a deux réponses. Donc, qu'est-ce que l'approche mode sim? Donc, bien entendu, c'est modélisation et simulation, mais c'était également en fait je dessine et je valide. C'est, c'est une façon un peu différente de le dire. Et donc, en effet, le but de l'approche mode sim, c'est d'essayer vraiment de combiner ou de rapprocher ces étapes qui sont la conception et la modélisation pour faire en sorte que ce soit fait, que ce soit réalisé par la même personne, si possible, c'est-à-dire souvent un concepteur. Donc, aussi rendre la simulation, on va dire, accessible aux concepteurs. Alors, je propose qu'on commence par voir déjà ce qu'est le portefeuille 3D Experience Forte. Donc, le portefeuille 3D Experience Works, l'idée, c'est de réunir, on va dire, l'ensemble des technologies, on va appeler ça l'ensemble des marques chez nous, des brands. Donc, SolidWorks est une marque, Katia est une marque, c'est un produit aussi, pour ceux qui le connaissent, un très bon produit de conception, comme SolidWorks. Simulia également est une autre marque. Donc, on va essayer de réunir toutes ces technologies, toutes ces marques autour d'un environnement unique. Le but, c'est de pouvoir justement communiquer dans un environnement qui est unique et pouvoir également bénéficier de toutes les technologies qui sont chez Dassault Systèmes. Et il y en a beaucoup, des technologies, des produits, il y en a énormément. Donc, la raison, c'est vraiment voilà, essayer de réunir tout ça au sein d'une même plateforme, au sein d'un même environnement unique, dans le but d'accélérer, on va dire, le process de développement d'un nouveau produit et surtout de pouvoir aussi améliorer un maximum l'innovation. On sait qu'on doit être de plus en plus compétitif. Les entreprises doivent être aujourd'hui plus en plus compétitifs. Si elles veulent mettre des produits sur le marché, ils doivent être de plus en plus innovants, ils doivent respecter des normes souvent qui sont un peu de plus en plus contraignantes. Donc, cette notion de rapidité, d'agilité au niveau de la conception est très, très important. Donc ça, on va utiliser cette plateforme autour principalement de cinq domaines qui sont donc la conception, l'ingénierie, la simulation, la production. Notamment, on peut déjà faire même simuler des processus de production. Ce qu'on appelle la gouvernance, c'est en fait la gestion de données, notamment, aussi la gouvernance, par exemple, le management au niveau d'un projet, ce qu'on va appeler aussi dans la gouvernance, et tout ce qui peut être aussi aspect marketing, sales, donc pouvoir peut-être déjà créer des beaux rendus visuels, par exemple, mais on peut faire aussi des études de marché avec des outils d'intelligence qui vont nous permettre, voilà, de savoir si on répond correctement au marché par rapport à la conception, on va dire au produit qu'on est en train de réaliser. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est principalement les deux premiers domaines, ceux de la conception, notamment avec SolidWorks, et celui de la simulation avec la marque Simulia. On va voir que si vous connaissez déjà la simulation dans SolidWorks, c'était des outils qui étaient, on va dire, le Solver Cosmos, qui appartenait à SolidWorks. Là, on va bénéficier d'autres technologies qui sont d'ailleurs plus avancées et qui sont des technologies de la marque Simulia. Ça va nous permettre, on va voir, mais ça va nous permettre d'aller plus loin au niveau de la validation de nos modèles. Voici comme je vous ai dit, l'introduction à la plateforme était assez courte et on va aller rapidement se jeter sur nos différents exemples d'application de la simulation. Mais avant, on a une deuxième petite question. Alors, vous inquiétez pas, on va pas avoir 4000 questions, on a trois questions au total. Euh,
Donc les réponses se sont stabilisées, donc c'est assez intéressant. Ce que je vois au niveau des réponses, donc si vous utilisez déjà la simulation, c'est que la moitié utilise déjà la simulation, donc ont certainement déjà des solutions de simulation peut-être au sein de leur entreprise, ou peut-être ont déjà utilisé de la simulation au sein de d'autres entreprises ou de leur parcours universitaire. Par contre, on voit qu'également, il y a encore la moitié qui n'ont pas d'outils de simulation et qui sont certainement en train d'étudier la possibilité de pouvoir investir dans un outil de simulation. Alors, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on va prendre ce cas du bi-excavator et on a listé 5 problématiques. Alors, des problématiques, il y en a beaucoup plus que 5 quand on fait la conception d'un excavateur comme ça ou d'une excavatrice plutôt. Mais là, on en a listé 5. Ils vont couvrir, on va dire, des aspects qui sont différents. C'est pour ça qu'on les a choisis. Donc le premier aspect, le premier challenge qu'on peut avoir quand on fait la conception de ce genre de machine, c'est déjà s'assurer que quand l'excavatrice va faire des pelletées de terre, elle soit assez robuste et aussi qu'elle puisse durer un minimum dans le temps. Parce que si on fait trop pelletées et qu'elle casse, on va avoir quelques soucis. Dans un deuxième temps, on va avoir un autre challenge qui va être de s'assurer que la machine que l'on a construite soit assez sécurisée. Et quand on parle de sécurité, souvent, c'est qu'il y a des normes, il y a des essais. Donc, ça doit être des choses où, de toute façon, on sera obligé de faire des essais parce que c'est dans la norme, si on veut le mettre le produit à la vente. Et donc, du coup, on va faire une étude. Alors, ça peut être par exemple une étude de crash test ou ce genre d'autres études-là. Donc, des fois, c'est également une étude mécanique, souvent, mais ça peut impliquer un peu d'autres phénomènes physiques qu'on ne peut pas faire avec une première étude conventionnelle de structure. Le troisième point qu'on a mis en avant, c'est le fait que l'utilisateur, l'opérateur, puisse manipuler sa machine dans un environnement qui soit assez entre guillemets confortable. Alors, confortable, je ne sais pas si c'est le mot, parce que souvent ils sont quand même au milieu de mines dans le désert, mais donc du coup, il y a quand même un système d'aération, de ventilation qui soit assez performant, qui soit bien localisé, pour que voilà, l'opérateur puisse travailler efficacement pendant plusieurs heures. Donc là, on va voir que on va faire intervenir une physique un peu différente. Ça va pas être de la mécanique, ça va être, comme vous pouvez vous en douter, plutôt des phénomènes liés au fluide. Dans un quatrième temps, on a mis un autre challenge qui est plutôt sur la partie production. Alors là, on a mis siège sûr et confortable, mais en fait, c'est s'assurer déjà que souvent quand on fait des pièces de siège, ça va être des pièces qui vont être en plastique. Donc s'assurer que la pièce puisse être fabricable et une fois qu'on l'a fabriquée aussi, avoir peut-être une estimation de si la pièce qu'on a fabriquée aussi est assez résistante. Donc là, on va voir que c'est un workflow qui est assez intéressant. On va découvrir plusieurs choses sur ce workflow-là. Et la dernière partie, c'est une partie qui est plutôt liée à la communication, donc du coup aux ondes électromagnétiques. Souvent, l'électromagnétisme n'est pas très connu au niveau du domaine de la simulation. Donc là, on va voir comment on peut répondre à ce genre de besoin, c'est-à-dire un système d'exploitation intelligent. Donc, focalisons-nous dans un premier temps sur la partie durabilité améliorée. Donc, on commence direct dans le vif du sujet. Souvent, quand on a un assemblage, on peut commencer par exemple directement à partir de l'interface de SolidWorks. Et pour pouvoir aller utiliser la plateforme, on va devoir aller sauvegarder nos données, nos jeux de données sur la plateforme 3D Experience. Donc, pour ça, on va juste aller sur l'assemblage de tête. On fait cliquer enregistrer et ça va sauvegarder toutes les pièces qui sont liées à cet assemblage sur la plateforme. Là, vous voyez, c'est vraiment l'interface conventionnelle de SolidWorks dans laquelle on a rajouté un petit connecteur qui est sur la droite et qui nous permet d'accéder à la plateforme. Donc, c'est vraiment assez simple d'utilisation pour pouvoir directement connecter notre SolidWorks conventionnel à la plateforme 3D Expert. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer l'outil de simulation, ce qu'on appelle le client lourd de la plateforme 3D Experience, et on va pouvoir commencer à mettre en données notre simulation. Donc là, on voit qu'on a enregistré un assemblage du bras mécanique de la pelleteuse.
Une fois qu'on a fait ça, souvent quand on a fait la conception d'un bras mécanique, ce sont des pièces qu'on a dessinées en 3D. Même la tôle a été dessinée en 3D. Et quand on veut faire de la simulation, on aime bien des fois passer par ce qu'on appelle des éléments coques, des éléments surfaciques. Donc pour ça, on a un outil qui permet automatiquement de détecter ces pièces-là, qui seraient ce qu'on appellerait de la tôlerie, et qui va extraire ce qu'on appelle la mid-surface et aussi générer un maillage pour ce type d'éléments-là. Donc sur la plateforme, on a un outil qui nous permet de faire ça automatiquement. Ensuite, on va s'intéresser au bucket, à la partie de la pelle. Cette partie de la pelle, on va la mailler donc, de façon conventionnelle, avec un maillage, ce qu'on appelle solide, tétraédrique, mais on va la déclarer en tant que rigid body, parce qu'on veut pas, on s'intéresse pas en fait à voir les informations dans ce bucket-là. On veut juste l'utiliser dans la simulation pour pouvoir appliquer des forces. De la même manière, d'ailleurs, on va pouvoir utiliser des connecteurs, par exemple pour remplacer les vérins hydrauliques. Au lieu de mettre vraiment le simulé tout en vérin hydraulique, là, on va remplacer ça par un connecteur de type poutre, ce qui va permettre d'avoir un petit peu de flexion quand même sur ces différents éléments-là. Ça va permettre de reproduire le mécanisme. En fait, on a plein de connecteurs qui sont disponibles, on a les connecteurs de type boulon, mais ça permet quand même de simplifier le modèle au niveau de la simulation et du coup d'avoir des calculs qui soient plus rapides. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va créer des lignes de soudure entre nos différentes coques, hein. On se rappelle que pour cet assemblage du bras, on a extrait des mid-surface. Donc, ce qui peut se passer quand on extrait des mid-surface, quand on a deux mid-surface qui sont par exemple jointives, bah, ça va créer un jeu. Du coup, il va falloir les connecter et on va les connecter directement avec ce qu'on appelle des connecteurs de type soudure. Alors, on a plusieurs types de connecteurs. On en a des linéiques, on en a des point par point. Et pareil, là, on n'est pas obligé de faire cette étape manuellement. On a des outils qui permettent d'automatiser cette détection et cette création de connecteurs. On a une autre façon aussi de connecter des pièces qui s'appelle le couplage, qui est également très utilisé. Donc là, on va par exemple connecter ce cylindre directement à euh, notre structure métallique de tôlerie. Donc là, ça permet vraiment de connecter les différents éléments de maillage l'un à l'autre. C'est une façon de, comme si on soudait les pièces, hein. C'est juste une autre approche, on va dire, numérique de le faire. Une fois qu'on a fait tous les connecteurs, on peut mettre les conditions limites. Donc là, les conditions ont été mises et on va pouvoir aller lancer la simulation. Ce qui est intéressant, c'est si on a déjà fait une simulation et qu'on a juste fait des modifications sur le design, on a par exemple une nouvelle révision de l'assemblage ou une nouvelle révision d'une pièce, on peut faire juste clic droit, Replace with New Revision ou remplacer par une nouvelle révision et ça va automatiquement tout mettre à jour. Donc là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer les anciens résultats avec les nouveaux résultats de la simulation. Là, c'est ce qu'on voit actuellement, hein, dans la même interface, hein, quand on fait tourner la géométrie à gauche, ça fait tourner la géométrie à droite. Donc là, ça permet vraiment de bien comprendre la différence entre les deux assemblages, voilà, entre les deux révisions de l'assemblage. Donc, maintenant qu'on a fait une étude sur je dirais, le bras complet, donc on a vu que par exemple elle pouvait résister à un effort, là on va s'intéresser à une autre pièce qui est cette biellette. Et on va se dire maintenant, cette biellette, c'est ce qu'elle va résister dans le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, de la même façon que pour la première simulation, hein, ça reste une simulation structurelle, donc on va appliquer un maillage, on va aller faire une étude de simulation conventionnelle où on va aller appliquer un chargement. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir. Alors pour le chargement, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas appliquer seulement un chargement, on va appliquer différents types de chargements. C'est-à-dire qu'on va appliquer un premier chargement dans une direction et en utilisant ce qu'on appelle une fonctionnalité de step ou d'étape, on va rajouter d'autres chargements dans d'autres directions. En fait, c'est pour avoir, par exemple, des différentes combinaisons de chargements qu'on peut avoir, hein. C'est ce qui peut arriver en fait dans la vraie vie, je dirais, d'une pièce, hein. Elle ne va pas recevoir exactement, obligatoirement tout le temps le même chargement. Elle peut recevoir différents types de chargements. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, on va faire plein de simulations, entre guillemets, d'étapes avec des chargements différents. Une fois qu'on a fait ça, bah, du coup, on va pouvoir résoudre notre simulation. Alors, pour information, on peut la résoudre sur le cloud ou en local. On a le choix. C'est-à-dire que c'est inclus dans les packages de licence, on va dire. On a le choix pour pouvoir le faire soit en local, soit sur le cloud. Ça, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue puissance de calcul. Une fois qu'on a fait nos simulations conventionnelles, en fait, par-dessus, on va créer une analyse de fatigue.
Donc, quand on fait une analyse de fatigue, le premier paramètre à faire, c'est déjà de déclarer quel est l'état de surface. Ça a beaucoup d'importance, notamment au niveau de la propagation ou la génération des fissures. Et une fois qu'on a généré l'état de surface, bah là, on va dire, bah, je vais prendre le chargement 1, je vais le répéter 10 000 fois. Je vais prendre le chargement 2, je vais le répéter 20 000 fois. Et au lieu de mettre des nombres comme ça, on peut également importer des lignes, des signaux qui vont bah, représenter en fait le nombre de chargements qu'on va avoir sur, par exemple, quand on creuse. Donc ça, c'est extrêmement important. Ces lignes, ces signaux, par exemple, on peut les avoir si on a placé des capteurs, par exemple, hein, pendant l'opération. On peut récupérer les données de ces capteurs et les exploiter pour pouvoir représenter ces chargements. Donc une fois qu'on a fait ça, de la même façon, on va pouvoir lancer le calcul soit en local, sur le cloud. Et là, on va pouvoir estimer la durée de vie. Donc souvent, ce qu'on utilise en étude de fatigue, c'est ce qu'on appelle le log of life, qui est en fait une fonction logarithmique du nombre de cycles, qui permet d'exploiter, de savoir si justement ça va résister ou pas à un certain nombre de cycles d'application de charge. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a vu, on a utilisé un outil qui s'appelle Durability Performance Engineering. C'est un outil qui permet de faire donc des simulations de mécanique, de structure mécanique, qui permet de couvrir le domaine du linéaire et également du domaine du non linéaire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ce qu'il y a derrière cet outil-là. Ce n'est pas un outil qui est tout nouveau, entre guillemets, qui arrive sur le marché et que personne ne connaît. En réalité, c'est le solver Abacus. Alors, si vous connaissez Abacus, Abacus, c'est, je dirais, le leader au niveau de l'industrie dans la simulation mécanique. Donc, c'est vraiment le solver, hein. C'est-à-dire que je prends un fichier Abacus, par exemple, je peux le faire tourner directement sur la plateforme 3D Experience. Ce qui a été revu, c'est toute l'interface. C'est l'interface qui est beaucoup plus accessible. Vous allez le voir par la suite, là on ne l'a pas vu dans cet exemple-là, mais vous allez le voir par la suite sur la droite, quoi qu'on l'a vu dans l'étude de fatigue. Sur la droite, on a un petit assistant qui vous accompagne tout au long de la simulation. Moi, personnellement, j'utilise cet outil quasiment tous les jours. J'utilise encore l'assistant. Pas parce que je ne sais pas l'utiliser, parce que ça rend juste tout simplement les étapes beaucoup plus simples. C'est beaucoup plus facile, en fait, à savoir où on est de la simulation. Donc, c'est vraiment un outil qui est extrêmement simple, je dirais, d'utilisation comparé à des outils de simulation avancés. Pour autant, on a le solver Abacus qui est derrière, on a sa puissance, on peut gérer des matériaux qui sont complexes, on a plein de types de maillages qui sont accessibles, on peut lancer le calcul sur le cloud, et ça c'est extrêmement important, on peut aller lancer jusqu'à 16 cœurs sur le cloud, en fonction des différentes physiques qu'on a. Et si 16 cœurs sur le cloud, c'est pas suffisant, pour certains calculs, on peut même aller jusqu'à 144 cœurs en utilisant ce qu'on appelle des crédits, des jetons de calcul qui peuvent se consommer. Donc, on a vraiment accès à de la puissance de calcul grâce à la plateforme 3D Experience. Je vous propose maintenant de passer à un deuxième cas, je dirais, de simulation mécanique et structurelle. Ça va être un test qui va être fait justement sur la cabine. Donc là, vous voyez que c'est exactement la même interface. En réalité, pour ceux qui ont l'œil très fin, en haut à gauche, on remarque que c'est une application un petit peu différente qui s'appelle Mechanical Scenario, peu importe le nom. Ce qu'on retient, c'est que c'est exactement la même interface. Ça va être un outil un petit peu différent, on va dire qu'il va débloquer des fonctionnalités en plus, mais c'est exactement le même type de solver qu'on va avoir derrière, sauf qu'on aura des options qui vont être débloquées. Au niveau des boutons, c'est au même endroit. Donc là, on va faire une étude où on va prendre la tôle du dessus et on va aller presser. On va la presser de façon dynamique. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un solver explicite. Donc pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, le solver explicite, c'est le solver qu'on utilise quand on fait du crash test. Ça permet de résoudre la dynamique qui est très rapide. On peut également l'utiliser sur d'autres types de simulations qui sont plus statiques, je dirais, entre guillemets, mais ça permet de faire des déformations qui sont également extrêmes. On a également utilisé une autre fonctionnalité qui était au début, qui est ce qu'on appelle le General Contact. Et le General Contact, ça permet de détecter automatiquement tous les contacts. Donc, 3 clics, hop, on détecte tous les contacts dans la simulation. Et ensuite, donc voilà, on peut aller lancer le calcul et visualiser les résultats sur le cloud. Donc là, on a récupéré une force de réaction au cours de la simulation. Donc on avait vu qu'on avait des déformations qui étaient assez importantes sur la cabine. Voilà. Donc là, c'est ce genre
d'outils-là, on voit que ça peut nous permettre d'anticiper un test quand on va passer un prototype sous une phase de test pour voir déjà un peu comment ça réagit. On se doute bien que ce genre de prototype-là, ça peut coûter assez cher parce qu'il faut déjà faire le prototype, ça prend du temps. Si le test, on le réussit qu'à partir de 3 ou 4 prototypes, ça commence à faire des coûts qui sont quand même non négligeables, de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs de dizaines de milliers d'euros, voire plus. Euh, donc ça peut être intéressant là d'essayer d'anticiper en fait ces essais et pour passer le test du premier coup parce qu'on a déjà validé, je dirais, la conception d'un point de vue numérique. Alors là, l'outil qu'on va utiliser cette fois-ci s'appelle Structural Mechanics Engineer. On a également son dérivé, on ajoute la partie fatigue. Euh, C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment, sauf qu'en plus, on a ce solver explicite qui nous permet d'aller plus loin au niveau des éléments avec de la dynamique rapide. Au niveau des modèles de maillage, c'est la même chose. D'ailleurs, si on a ouvert un modèle dans la version, je dirais, entre guillemets, un peu inférieure à cette version-là, on peut très bien l'ouvrir, le réutiliser, hein. Vous voyez, hein, c'est un peu le phénomène des poupées russes, hein. Euh, Donc, je vous propose de passer à l'exemple numéro 3, qui est sur la partie, je dirais, un peu plus fluidique. Donc là, ça va être s'intéresser au niveau plutôt au confort thermique à l'intérieur d'une cabine. Donc dans cet exemple-là, on fait 2 simulations. On va faire plutôt une première simulation que je vais dire, qui est plutôt vraiment le système de tubulure de ventilation. Vous allez comprendre quand vous allez voir la géométrie. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fera une simulation vraiment avec l'environnement cabine, l'environnement passager. Alors, voici le premier système, hein. Donc, comme je vous avais prévenu, c'est vraiment plutôt uniquement le système de ventilation. Donc là, on part de notre interface SolidWorks qu'on enregistre sur la plateforme via le connecteur. Et un aspect qui est intéressant, c'est qu'en fait de la simulation fluidique, souvent on a des pièces en solide, mais on n'a pas obligatoirement le volume fluide. Et donc cet outil-là permet d'extraire automatiquement le volume fluide. Alors comment il va faire? On va juste lui dire à cet endroit-là, c'est l'entrée, à cet endroit-là, c'est sortie. Et en fait, on va boucher automatiquement. Et même s'il y a des trous, même si la géométrie n'est pas parfaitement étanche, il va extraire un domaine fluide en bouchant les petits trous. Et donc ça permet voilà, de faciliter, je dirais, la génération de ce volume fluide. Donc pour ceux qui font de la simulation numérique, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, donc on va aller pouvoir mettre des conditions limites, les différentes entrées. Donc là, on va avoir pas mal d'entrées, pas mal de sorties. On peut aussi avoir des systèmes de ventilateurs. On peut gérer des milieux qui sont tournants, je dirais, de type ventilateur. On a également mis aussi des filtres. On a reproduit le phénomène qu'un fil peut avoir sur la perte de charge avec ce qu'on appelle des milieux poreux dans le domaine. Donc, c'est des choses, des fonctionnalités qu'on a via cet outil-là. Une fois qu'on a fait gérer le setup physique, on va pouvoir générer le maillage. Donc là, c'est au niveau de l'étape de génération de maillage où en réalité, ça va vraiment extraire ce domaine fluide-là. Donc là, on a un maillage qui a des couches de prisme. On voit aussi pour les milieux poreux qui étaient au milieu que c'est un maillage un petit peu différent qu'on a utilisé parce qu'on a tous les mailleurs de type qu'on avait dans Abaqus, hein, donc des maillages par balayage. Donc une fois qu'on a fait le maillage, on va pouvoir lancer le calcul en local ou sur le cloud jusqu'à 16 cœurs. Et ensuite, on va pouvoir récupérer les résultats. Et là, ce qu'on voit actuellement, ce sont donc les lignes de courant qu'on peut récupérer. Donc, bien entendu, on a tous les outils d'analyse de post-traitement conventionnels qu'on a dans les outils de simulation fluidique. Donc là, on voit maintenant le niveau de pression. Alors, l'unité est en newton par mètre carré, c'est du Pascal, hein, tout simplement. Euh, donc, on voit les niveaux de pression dans la géométrie. Donc, une fois qu'on a fait cette première étude donc, sur le système, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, OK, mon système, je l'ai conçu dans SolidWorks. Peut-être que si je fais des modifications en amont, ça va faire des modifications sur les résultats. Et ce qui serait intéressant, ce serait de piloter un peu ces modifications, faire une étude paramétrique. On va dire, par exemple, on va faire varier le diamètre du tube A, la longueur du tube D, etc. Donc là, on peut, via la plateforme et la connexion entre SolidWorks, on peut déclarer des paramètres dans SolidWorks, les récupérer dans la plateforme 3D Experience et on va lui dire, on va faire varier ce diamètre entre, je sais pas, 10 centimètres et 15 centimètres, cette longueur entre 50 centimètres et 1 mètre. On va dire, par exemple, je voudrais que
le débit sur cette sortie-là soit compris entre 5 et 20 litres par minute. Alors, c'est faible comme débit, j'ai dit ça au pifomètre. Voilà, on peut mettre des objectifs sur notre étude paramétrique et du coup, lui, il va aller choisir des points de design, des points de conception, il va aller faire vérifier tout ça pour essayer de trouver justement des solutions qui puissent correspondre à nos critères. Donc, on va pouvoir, en fait, on va définir un nombre de points de conception qu'on va vouloir faire et on va pouvoir lancer le calcul, donc bien sûr en local ou sur le cloud. Donc là, on voit à gauche qu'on a plusieurs points de design qui ont été faits. Ici, on en a 7 points qui ont été calculés. Et à droite, on voit donc une visualisation des résultats. Donc, bien entendu, on peut passer sur une vue différente. On peut également accéder à des courbes, à plusieurs variables. Et donc, à gauche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller, par exemple, sélectionner 3 points de conception qui nous intéressent et là, les comparer avec différents KPI. Et ça va nous permettre, en fait, d'avoir un choix beaucoup plus fin pour choisir quelle est la meilleure conception. Donc, c'est vraiment un outil qui est extrêmement agréable à utiliser quand on veut comparer des résultats. Donc, une fois qu'on a trouvé notre je dirais, conception optimum du système de ventilation, ce qu'on peut faire, c'est aller voir d'un point de vue un peu plus système au niveau de la cabine. Donc là, au niveau de la physique, on va avoir des phénomènes un peu physiques différents. On peut avoir par exemple du transitoire. Tout à l'heure, on était en stationnaire, hein. Là, on peut passer sur une simulation transitoire. On peut également prendre en compte le rayonnement qui va venir du soleil. Si on va orienter voilà, le soleil par rapport à une certaine heure, un certain endroit de la planète, une certaine date aussi, qui va avoir des positions de soleil qui sont différentes. On prend prendre en compte la respiration du corps humain hein, avec des conditions limites de type transitoire sur, par exemple, un débit d'air au niveau de la bouche de l'être humain. Et on va également voir ce qu'on appelle des paramètres de confort thermique du corps humain. Donc ça, c'est également très utilisé hein, dans le domaine de simulation fluidique. C'est pour vraiment prendre en compte le ressenti humain sur est-ce que l'humain va avoir froid, est-ce que l'humain va avoir chaud. On va avoir des KPI qui sont vraiment normés hein, par rapport à ce qu'on appelle le thermal comfort dans le domaine de la simulation fluidique. Et on a également donc, ces modèles qui sont intégrés avec cette solution-là. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Euh, je vois qu'il y a pas mal de questions. Ah, il y a des personnes qui nous disent qui perdent l'écran. Alors, c'est vrai que des fois, quand c'est à la fin de la vidéo, l'écran se met un peu noir. Donc, logiquement, c'est que c'est pas un problème. Euh, ok, je vois tout fonctionne, nickel, super. S'il y a des questions techniques, vous inquiétez pas, hein, j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc au niveau de l'outil, si on résume un peu ce qu'on a vu, déjà l'outil qu'on a utilisé s'appelle Fluid Dynamics Engineer. Bon, donc c'est pas ce qu'il y a de plus important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un outil de simulation fluidique, donc ça permet de simuler en fait le comportement de fluide qui est en mouvement. Donc les fluides, ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau, ça peut être des fluides non newtoniens un peu plus compliqués, comme par exemple du sang, du ketchup, des choses comme ça. On peut faire un peu de multiphasique, hein, on a des modèles de surface libre. C'est un outil qui est vraiment simple à utiliser. Sur la droite, il y a un assistant qui permet de guider l'utilisateur hein, vraiment au niveau de la simulation. Euh, il y a un maillage, une extraction du domaine fluide qui est automatique. Donc ça, c'est extrêmement robuste pour pouvoir travailler, même si on a une géométrie ou une CAO qui est de mauvaise qualité, par exemple avec des fichiers STL qui ont été scannés, par exemple. Hein, on peut quand même arriver à extraire une veine fluide et pour pouvoir faire une simulation fluidique par derrière, sans avoir beaucoup de manipulation. C'est ça qui est important. Parce que si on passe 2 semaines juste à nettoyer la géométrie, c'est un peu compliqué. Non, là, très rapidement, en quelques clics, on peut obtenir une veine fluide. Au niveau du modèle de turbulence, pour ceux que ça intéresse, on a 3 modèles de turbulence. Donc là, ça va être du modèle Rand, ça va être un K epsilon, un K oméga et un Spalart Talmaras. En gros, c'est les 3 modèles de turbulence les plus utilisés dans l'industrie. Donc, on va pas aller dans une approche extrêmement fine de la modélisation de la turbulence, parce que sinon, ce sont des calculs qui sont très onéreux. On va préférer sur des modèles de type Rand, rester sur les modèles de type Rand, hein, c'est parce que c'est ce qui est vraiment le plus utilisé d'un point de vue industriel, c'est ce qui est le plus robuste et qui donne des résultats assez rapidement. Alors,
Maintenant, si on s'intéresse au quatrième challenge qu'on peut rencontrer dans l'industrie, donc c'est plutôt sur la partie fabrication. Et donc là, on va notamment s'intéresser à la pièce plastique. Donc là, c'est une pièce plastique du siège, ça doit être au niveau de la coudoir. Donc cette pièce, encore une fois, on part à partir de l'interface de SolidWorks. Et donc, on va lancer directement le calcul. On va dire lancer notre outil de simulation. Donc, encore une fois, vous voyez sur la droite cet assistant qu'on va aller suivre. Donc, quand on fait de l'injection plastique, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la base de données matériaux. Les plastiques, il y a plein de fournisseurs plastiques dans le monde. Est-ce que les modèles qu'on va avoir sont assez précis? Alors nous, aujourd'hui, on a à peu près environ 5000, plus ou moins 500, plus ou moins 1000 matériaux différents, plastiques. Et ce sont des matériaux qui ont été mis à jour. On ne parle pas des matériaux qui étaient utilisés en 1950 et qui ne sont plus fournis. Non, ce sont des matériaux vraiment actuellement sur le marché. Il y a beaucoup de travail qui est fait avec les fournisseurs. C'est surtout ces 3 ou 4 dernières années, on a rajouté une trentaine, une quarantaine de fournisseurs de matières plastiques dedans. Donc, quand on fait une simulation d'injection plastique, ce qui nous intéresse, c'est de voir donc, le pattern, hein, de remplissage. C'est ensuite pouvoir voir comment la pièce va se déformer, va se gauchir avec le refroidissement. Et ce qui peut être intéressant quand on met des fibres, c'est de voir l'orientation des fibres. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un aspect non négligeable sur la partie résistance de la pièce. Donc, ce qu'on peut faire, et là, c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est qu'une fois qu'on a fait notre pièce, notre simulation d'injection plastique, on a vu l'orientation des fibres, c'est ce qu'on voit actuellement, on peut aller récupérer ces fibres, cette orientation de fibres, et les mettre dans une simulation structurelle. Et là, dans cette simulation, on va pouvoir faire une simulation structurelle conventionnelle. Donc là, on a fait une étude d'impact sur la pièce plastique, en tenant compte de l'orientation des fibres, donc ce qui va normalement permettre, on met des fibres pour pouvoir rigidifier la pièce. Et donc, bien sûr, si on veut faire une modification de la conception, on peut revenir dans SolidWorks. Là, donc là, on a rajouté des renforts. On va pouvoir soit mettre à jour avec changement de révision, et ça permet d'actualiser en fait, la simulation. Il n'y a pas besoin de remettre en place toute la simulation. On peut juste faire actualiser. Ça va automatiquement refaire retourner la simulation. Et donc ensuite, on va pouvoir une nouvelle fois réimporter, réexporter l'orientation des fibres. Donc là, actuellement, ce qu'on voit, c'est le gauchissement de la pièce après le refroidissement. C'est-à-dire qu'on fait de l'injection plastique. Il y a également aussi un petit solver élément fini qui permet justement de faire cette étude de gauchissement. Et donc là, on va pouvoir refaire retourner notre simulation structurelle aussi avec cette étude d'impact sur la pièce. Donc là, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu, c'est qu'on a combiné deux types de domaines. On a combiné le domaine de l'injection plastique, qui est un domaine à part, et le domaine de la mécanique, de la simulation mécanique conventionnelle. Donc là, vous voyez qu'on peut faire ce qu'on appelle dans le domaine découplage. Donc là, on l'a fait avec le plastique et avec le structurel, le mécanique. On peut très bien le faire avec le fluidique et le mécanique, et inversement avec le mécanique et le fluidique. On peut faire différents types de couplage. Donc l'outil qu'on a utilisé pour faire ce type d'étude s'appelle Plastic Injection Engineer. Donc ça permet de faire de la simulation d'injection plastique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les entreprises qui vont faire mouler des pièces typiquement. Alors des fois, le mouliste a son propre outil d'injection plastique, mais même en amont, ça peut être intéressant déjà de commencer à anticiper certains défauts, notamment au niveau du gauchissement. C'est toujours désagréable de recevoir un prototype de la pièce moulée, dire ah bah, la pièce elle est complètement gauchie, au final il faut que je rajoute des renforts de partout. Un moule, ça coûte entre 10 000 et 100 000 euros, voire plus. Donc ça fait quand même une perte d'argent qui peut être non négligeable. Alors souvent le mouliste peut vous aider un peu, mais si vous pouvez l'anticiper en amont, dans vos conceptions, c'est quand même beaucoup plus. Ça fera gagner du temps à tout le monde. Et le temps, c'est que dans l'industrie, c'est souvent de l'argent. Euh, je propose de passer à la. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc tant mieux. Vous restez là, hein, restez connectés à la fin, je vais répondre à vos questions. Euh, Au niveau, donc dernier challenge qu'on va voir, ça va être plutôt donc au niveau de la physique et électromagnétisme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer
de faire une étude où on va aller placer l'antenne sur sur une antenne sur notre système et on va voir comment ça réagit. Donc, l'outil qu'on va utiliser, là, vous voyez, l'interface est un petit peu différente. Pourquoi? C'est parce qu'on va utiliser un outil qui s'appelle CST Studio, mais qui est également connecté à la plateforme 3D Experience. Donc, en fait, on va pouvoir récupérer la géométrie de SolidWorks directement via la plateforme. Et il y a cette connectivité entre SolidWorks, la plateforme CST. Donc, c'est un outil, c'est CST, hein, c'est un peu le Abacus de l'IMAG, si on veut résumer. C'est un outil qui est extrêmement reconnu dans le domaine. Avec CST, on va faire un placement d'antenne sur notre géométrie. Et de la même façon, on va pouvoir lancer le calcul en local ou sur le cloud. Autre chose qui est intéressant, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit actuellement, c'est la plateforme qui est accessible via une navette de navigateur, Chrome, Firefox, pour pas les citer, ou même sur votre téléphone. Et donc, vous pouvez même accéder à vos résultats directement à partir de votre smartphone. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. D'ailleurs, quand vous lancez un calcul, on peut directement savoir à partir d'une fenêtre navigateur si le calcul est en cours. Donc là, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a déplacé l'antenne. On a mis un endroit différent sur vraiment au milieu du toit et on voit que ça émet de façon un peu plus propre au niveau des ondes qui vont être émises. Donc on a une meilleure couverture au niveau de l'antenne en la plaçant au milieu. Donc là, c'est un exemple, hein. Dans un premier temps, on l'a placé dans un trou, dans un second temps, on l'a mis sur un toit. Donc on se doute que en plein milieu du toit, ça doit avoir de meilleures performances. Après, la question qu'on peut se poser, c'est OK, maintenant, si, parce que sur le toit, on est quand même sur un environnement qui peut être un peu agressif, hein, c'est une excavatrice, hein, bah, on va peut-être mettre des renforts, on va peut-être mettre des barres pour protéger cette antenne. Quel va être l'impact de si on place des barres, quel va être l'impact sur l'antenne? La question qui peut se poser, c'est ah oui, mais en fait, j'ai pas qu'une antenne, hein. Dans un smartphone, on en a peut-être 10, 20 des antennes différentes, hein. Bah, quel va être l'impact de mettre une antenne avec une autre antenne, etc. Donc là, tout de suite, on peut avoir des phénomènes vraiment complexes au niveau des comportements des antennes. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser vraiment ce genre d'outil-là. Ce genre d'outil-là est fait pour répondre à ce genre de questions, de problématiques. Donc là, je parlais beaucoup au niveau des antennes parce que c'est ce qu'on a vu sur cet exemple. Mais avec cet outil-là, en réalité, on couvre beaucoup plus que simplement des antennes, ce qu'on appelle de la haute fréquence. On peut aller faire ce qu'on appelle de la basse fréquence, qui va être lié à l'électromagnétisme au niveau des aimants, par exemple. Donc, tout ce qui est avec des aimants. Donc, notamment, quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui dans l'industrie, c'est tout ce qui va être les moteurs électriques, avec l'électrification notamment du parc automobile, par exemple. Là, c'est une des applications, mais si on prend par exemple le vélo, voilà, on a des moteurs électriques dans le vélo. On peut avoir plein de systèmes de capteurs aussi qu'on peut avoir, hein, on peut aller modéliser ces éléments-là. On peut avoir aussi tout ce qui va être lié au niveau des circuits électroniques avec la compatibilité, excusez-moi, des signaux. Quand on va avoir un signal qui va passer dans un bus et que juste dans un autre bus, juste à côté, on va avoir un gros signal de puissance, le signal de puissance va interférer un peu avec la qualité du premier signal. Donc du coup, on peut aussi prendre en compte ce genre de phénomène-là, faire ce qu'on appelle des diagrammes d'œil, pour ceux qui connaissent un petit peu dans le domaine, c'est voir en gros la différence de signaux entre un signal émis et un signal reçu, ce qui permet d'avoir juger la qualité de signaux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de physique qui peut être prise en compte par ce type d'outil-là au niveau de l'électromagnétisme. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous conseille de voir l'épisode numéro 2 qui a été dédié uniquement justement au domaine, vous allez voir aux différents domaines qu'on peut avoir dans la simulation électromagnétique. C'est vraiment passionnant. Alors, si on résume ce qu'on a vu, donc on a vu dans cette présentation, on a vu qu'on pouvait faire valider des principes mécaniques, notamment avec les deux premiers exemples. On a fait notamment une étude sur l'assemblage de l'appel, du bras de l'appel, avec aussi une deuxième petite étude qui permettait de voir au niveau de la fatigue que pouvait ressentir une certaine pièce. Dans un deuxième temps, on a fait une étude, notamment avec un solver explicite. Là, on mettait en plus de la dynamique. Donc, c'est un peu comme un crash test, si vous voulez. Dans un troisième temps, on a fait une étude de simulation fluidique. On a vu qu'on pouvait répondre à des besoins où on avait besoin de visualiser l'écoulement, quel pouvait être l'impact aussi sur l'aspect thermique. Dans un quatrième temps, on a combiné une étude d'injection plastique avec une étude structurelle pour voir comment pouvait réagir une pièce plastique qu'on avait injectée avec des fibres et quel allait être son comportement par rapport à un point de vue mécanique. Et enfin, dans un dernier
temps, on a vu on a fait une étude électromagnétisme pour voir quelle pouvait être la performance de l'antenne si on la plaçait, je dirais, dans une partie un peu dans un trou, entre guillemets, ou si vraiment on la plaçait en plein milieu du toit. On voyait que ça avait quand même des répercussions assez importantes, en tout cas sur la façon dont pouvait émettre l'antenne. Alors, je vous propose de répondre à une troisième petite question. Ah, c'est la troisième et dernière question. C'est sur, en gros, les domaines sur lesquels vous connaissez le plus, ou surtout vous avez le plus, qui vous intéresse le plus. Alors, ce qu'on peut voir déjà, là, pendant que vous êtes en train de répondre, c'est quelque chose qui est assez commun, c'est que souvent, dans la simulation, je veux dire, entre 70 et 80%, c'est de la simulation structurelle, quand on parle du domaine de la simulation en général. Euh, Après, ce qui peut venir en second, c'est souvent la partie fluidique. Et là, on voit qu'on a une différence parce qu'en second, ce qui va venir, c'est pour ici, dans l'audience, ça va être plutôt la partie injection plastique, ce qui est intéressant. Et après, on va avoir la partie fluidique et la partie électromagnétique qui se bataillent. Mais il faut savoir que ce sont des problématiques. Chacune de ces problématiques sont extrêmement intéressantes. Donc, merci d'avoir répondu à cette troisième question. Et on va passer sur je dirais les différentes conclusions de cette présentation. Alors déjà, on va essayer de conclure sur d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue ingénierie. Qu'est-ce qui est intéressant d'un point de vue ingénierie? La première chose qu'on peut noter, c'est déjà la continuité entre la modélisation, donc SolidWorks, et la simulation, parce qu'on a cet univers, ces connecteurs qui sont intégrés avec la plateforme, qui permet en fait de garder cette connectivité. Si on fait une modif de design, ça se répercute sur la simulation. On n'a pas besoin de remettre en place toute la simulation. Grâce à cette fonctionnalité-là, on va pouvoir faire de l'exploration de design. C'est vrai que là, on a vu un seul exemple d'exploration de design. Il faut savoir qu'on peut faire de l'exploration de design, donc de l'étude paramétrique, si je vais utiliser des termes plus conventionnels. On peut le faire avec de la fluidique, avec de la structure, avec de l'image. On peut le faire avec tous les domaines qu'on souhaite. Ce qu'on a vu également dans l'exemple avec le siège où on a fait de l'injection plastique et après une étude mécanique de structure, c'est qu'on peut faire du couplage entre les différents domaines. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que souvent, euh, une physique va impacter une autre physique, etc., etc. Et souvent, quand on a des outils qui sont complètement déconnectés, essayer de faire ces couplages-là, c'est un casse-tête. Et moi, j'en ai fait dans le passé, quand je travaillais plus dans l'industrie, ça peut vraiment être un casse-tête avec le format des fichiers, etc., etc. Et là, on a un univers qui est, je dirais, un environnement qui est unifié on parle le même langage, qui est le langage de la 3D expérience. C'est le langage de la 3D. Voilà, donc du coup, ça va faciliter énormément ces couplages entre ces différents domaines physiques. Ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de ce qu'on appelle une collaboration transparente au niveau de l'ingénierie. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le stockage qui va être uniformisé sur la plateforme. On va avoir tous ces systèmes de. Alors, j'en ai pas parlé là, mais c'est des révisions et tout ça qui sont accessibles en fait avec la plateforme. Donc, on va avoir cette maturité et on va pouvoir suivre parce que la plateforme est accessible via une fenêtre de navigateur quelconque. On va pouvoir suivre l'évolution, voir les géométries en 3D, voir si une personne si on fait du management, par exemple, sur un projet, on va pouvoir voir si la conception a bien avancé, si les modifications ont bien été apportées, etc. Et en plus, on a tout cet aspect cloud, tous les bénéfices que peuvent apporter cet aspect cloud. Bénéfice numéro un, c'est que je fais du home office, j'ai pas besoin de récupérer ma workstation. Je peux travailler à partir de chez moi et lancer des calculs qui sont volumineux. Deuxième aspect, c'est le stockage de données. On a de plus en plus de clients qui se sont fait pirater leurs données et qui ont perdu des centaines, des milliers de données. Euh, L'espace cloud qu'on a sur la plateforme 3 Experience, c'est un espace qui est extrêmement sécurisé. D'un point de vue, je dirais, plutôt business commercial, qu'est-ce que ça va nous apporter, cette plateforme? Déjà, ça va nous apporter, via la connectivité entre la conception et la simulation, des sites de développement qui sont plus rapides. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir apporter ou prendre des décisions qui soient, je dirais, plus éclairées, plus en amont du projet. Et on sait très bien que quand on fait une conception, que si au dernier moment on se dit, faut modifier toute la pièce A, c'est la catastrophe dans le bureau d'études, voilà.
Alors que si dès le début, on peut anticiper ces problèmes-là via des validations, des prévalidations via la simulation, c'est vraiment du temps de gagner hein, sur la partie conception et les allers-retours. Ça va permettre aussi, du coup, de pouvoir explorer beaucoup plus de conceptions auxquelles on n'avait pas exploré. Parce qu'on a plus de temps, mais aussi parce qu'on a des outils d'études paramétriques. Donc on fait, ah bah tiens, j'avais pas du tout pensé à placer, je sais pas, un rigidificateur à cet endroit-là, par exemple. Et ça va avoir un super, je veux dire, un super aspect sur la partie mécanique. Donc pouvoir faire de l'exploration de design, ça permet quand même d'être beaucoup plus innovant. Donc, on va permettre aussi ça va permettre de réduire les coûts de prototypage. Dans certains cas, de toute façon, le but n'est pas de remplacer le prototypage hein, avec la simulation. Il y a plein de domaines de l'industrie où, dans tous les cas, il faudra faire des essais physiques. Je veux dire, c'est la norme qui l'impose. Donc, si on veut mettre le produit sur le marché, on va être obligé de faire cet essai-là. Sauf que la différence va se faire, c'est est-ce que je vais devoir passer 2, 3, 4, 5, 10 fois l'essai, ou est-ce qu'au bout du premier essai ou du deuxième essai, hop, je vais pouvoir le valider. Donc là, on va pouvoir, de cette façon-là, réduire fortement le nombre de prototypages. Euh, on va être plus efficace sur l'aspect, je dirais, avancement du projet, parce qu'on va pouvoir le suivre. Et tout ça, encore une fois, je le répète, mais c'est accessible à partir d'un navigateur, d'une fenêtre navigateur Internet. Et on va pouvoir également réduire les aspects coûts informatiques parce qu'on n'a pas besoin d'acheter un super cluster de calcul comme il y a l'Onera ou au CEA. Non, on a le Cloud Computing qui nous permet de lancer des calculs directement en utilisant la puissance du cloud. C'est vraiment en plus des serveurs pour la simulation avec des processeurs hein, qui sont optimisés pour la simu, quoi. On parle pas de processeurs conventionnels, non, on parle de processeurs déjà performants à la base pour la simulation. Au niveau de notre portefeuille 3D Experience Works, donc c'est un portefeuille de la plateforme qui est adapté à notre environnement SolidWorks. Donc on voit qu'on couvre plusieurs domaines, hein, la structure, on a beaucoup de gammes d'outils. Donc c'est comme je vous dis, c'est le système dépôt Pérus. Tout ce que, si on prend l'outil qui a le plus à droite, Durability and Mechanics Engineer, il peut faire tout ce qu'il y a sur la gauche. Donc si vraiment on veut plus de détails sur les fonctionnalités que remplissent chacune des outils, vous pouvez nous contacter, on sera très heureux de vous répondre. Mais le principe, c'est à gauche, on a un outil vraiment très simple. On va pouvoir faire la simulation structurelle linéaire. Et à gauche, et à droite, excusez-moi, on va pouvoir aller faire la simulation dynamique avec de la fatigue, etc., etc. Donc on peut faire de la fluidique, on peut faire de l'électromagnétisme, on peut faire de l'injection plastique. Et on a également une fonctionnalité supplémentaire qui permet de faire de la collaboration, notamment de pouvoir comparer des simulations les unes avec les autres sans obligatoirement ouvrir le fichier de simulation. Un autre point qui est important, si vous êtes déjà utilisateur de nos solutions de chez Simulia, Euh, on a concaténé les cours de simulation et pour en faire ce qu'on appelle des learning experiences. Et l'intérêt de ça, c'est que, par exemple, si vous faites du Abacus en structure ou si vous faites déjà de la simulation sur la plateforme 3D Experience, de la simulation structurelle, et que vous voulez voir d'autres domaines parce que vous allez avoir un projet qui va tomber, et ben là, avec le coût, par exemple, je prends celle qui est la plus à gauche, Learning Experience for Simula Structure, avec ce cours-là, vous avez accès à l'intégralité des cours de structure qu'il y a disponible via Abacus, tout ça. L'intégralité. Donc, quand je dis l'intégralité, il y en a peut-être une cinquantaine environ. Donc, c'est énormément de cours. Donc, par rapport, le prix, je dirais, il est dérisoire par rapport à la quantité de cours qu'on a disponibles. Pareil pour la partie fluidique, pareil pour la partie IMAG. L'IMAG, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de domaines. Là, avec ces learning experience-là, vous avez accès à l'intégralité. Autre point extrêmement important, la chaîne SolidWorks France, la chaîne YouTube SolidWorks France. On y rajoute du contenu régulièrement. Euh, nos webinars on peut les consulter, ils sont en replay là-bas. D'ailleurs, celui que je tourne actuellement, là, il devrait être disponible d'ici 1 ou 2 jours sur la chaîne de SolidWorks France.
Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous conseille fortement de vous abonner. Il y a plein de contenu qui est intéressant sur SolidWorks, sur les nouveautés de la plateforme, sur les nouveautés de SolidWorks. On sait que le fameux webinaire What's New est quand même un incontournable dans notre écosystème. Donc, si vous voulez apprendre voilà, des choses sur l'utilisation de SolidWorks et de la plateforme de travail expérience, vous renseigner, abonnez-vous à cette chaîne. Et enfin, avant de terminer, si vous souhaitez nous suivre, vous pouvez également nous suivre via LinkedIn, vous pouvez également nous suivre via, alors j'allais dire Twitter, mais je crois que c'est X maintenant que ça s'appelle, via Facebook et via YouTube. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, oh là là. Hop, 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 l'écran, ok. Le module simulation de SolidWorks en local. La question avec le module de SolidWorks. En effet, dans SolidWorks, on a des modules de simulation. Le solver qui est utilisé dans SolidWorks, c'est le solver Cosmos. C'est un solver qui est très intéressant, hein. C'est un très bon module, le module de SolidWorks. Cependant, dès qu'on a des physiques un peu plus avancées, on peut avoir des limitations, notamment au niveau de la partie non linéaire, des limitations qui soient vraiment purement solver, mais également au niveau du maillage, des comportements de matériaux complexes, de la dynamique rapide. Certains me diront oui, on a un module de drop test qui est un pseudo modèle explicite dans SolidWorks, mais non, là ça n'a rien à voir. Là, on parle de la technologie Abacus qui est derrière la plateforme 3 d'expérience. Même si des fois on y arrive à le faire avec SolidWorks, j'ai des tonnes d'exemples où quand je l'ai résolu avec la plateforme, ça me prenait 3, 4, 5, 100 fois moins de temps. Ou des fois, bah, ça prenait, au moins ça pouvait le résoudre sur la plateforme alors que SolidWorks n'y arrivait pas. Donc on a vraiment un outil qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant, qui permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la simulation mécanique. Euh, Est-ce que Simulia regroupe tout ce qu'on connaissait avant dans Flowworks et toutes les études simulation, SolidWorks, dynamique, statique, fréquence, etc. Alors, en effet, dans les différents outils, dans les différents rôles qu'on a sur la plateforme de structure, on peut couvrir différents domaines. Donc là, on a vu que c'était principalement ce qu'on a vu, c'est la simulation statique et la simulation dynamique. On peut faire du flambage. On a différents modèles de flambage, du non linéaire, du linéaire. On peut faire du thermique, on peut faire du transitoire, on peut faire de l'étude harmonique en fonction des rôles qu'on a. Oui, il y a cette granularité-là qu'on peut avoir, ce genre de module-là qu'on peut avoir. Idem sur la partie fluidique. Sur la partie fluidique, on peut faire de la thermique, on peut faire du transitoire, du stationnaire. On a toutes ces différentes physiques que l'on peut faire. Est-ce que c'est compris dans la licence de base SolidWorks? Eh ben, ça dépend si vous achetez, si vous allez investir, je dirais, prochainement dans SolidWorks, parce que on a des offres. On a des offres où justement on va pouvoir inclure des outils de simulation. Si vous êtes intéressé par ces offres, il y en a qui sont extrêmement intéressantes. Alors là, je vous invite à nous contacter ou même à contacter votre partenaire. Il pourra vous en dire plus sur ces différentes offres qu'on a au niveau des packages, des bundles qu'on va pouvoir faire avec SolidWorks et de la simulation avancée notamment. Euh, Tout ça, c'est les options par rapport à la version professionnelle. Donc là, je suppose que ça devait être par rapport à du SolidWorks simulation professionnelle. Ça dépend. Comme je dis, quand on fait de la dynamique rapide, quand on fait du crash test, en théorie, on peut faire un peu d'explicite dans SolidWorks simulation professionnelle ou si je crois que c'est dans le professionnel, voire dans le premium. Mais en réalité, on n'a pas du tout accès à la même puissance de calcul. On va pouvoir aller beaucoup plus loin avec les outils de simulation sur la plateforme. Euh, Est-ce qu'il y a de la simulation pour l'opération de forgeage des matériaux? Quand on appelle forgeage, déjà on va pouvoir faire un peu de ce qu'on appelle de l'écrouissage, je crois. Ça, c'est au niveau de ce qu'on a mis au niveau de la physique des matériaux, des comportements des matériaux. Donc là, on peut aller vraiment à des physiques complexes. On va pouvoir faire, oui, en effet, de l'écrouissage. On va pouvoir faire euh, comment ça s'appelle? Moi, donc de la fatigue, on va pouvoir faire du cintrage et des choses comme ça aussi. Ouais. On va pouvoir faire de l'aspect non linéaire. Alors après, tout dépend réellement de votre application. Donc là, faudrait nous recontacter ou recontacter peut-être les partenaires qui vous suivent pour voir exactement quelle est votre problématique industrielle et voir comment on peut y répondre avec ces outils-là.
Donc, je vous invite à, si vous avez des problématiques de forgeage, à contacter votre partenaire. De toute façon, moi, j'aide, hein, je suis en contact direct avec tous les partenaires du réseau. Donc, dès qu'il y a une question avancée sur la simulation, je serai au courant, je serai là derrière. Comment avoir accès au module de simulation en ligne? Même réponse, contactez vos partenaires, ils vous en diront plus. Quel est le coût d'utilisation et le format proposé, forfait ou location? Donc c'est plutôt, on a deux types. On a le forfait, on a la location pour ces outils-là. Et encore une fois, même réponse, contactez vos partenaires, ils pourront plus vous donner plus d'informations sur l'aspect tarification. C'est à peu près tout au niveau des questions. Ah non, il y a un autre endroit. Est-ce que c'est des questions commerciales, je vois. Donc, pour toutes ces questions commerciales, hein, dès que ça va être la possibilité de tester ces outils ou de savoir comment ils sont accessibles ou encore voilà, sur le prix, je vous invite à contacter vos partenaires là-dessus, vos partenaires commerciaux. Ils vous pourront vous donner plus d'informations sur les différents prix, surtout qu'on a des offres en ce moment pour pouvoir combiner la partie SolidWorks conception et la partie simulation. Donc voilà, ça va être fini pour ma part. Donc j'espère que vous avez pu voir et apprendre pas mal de choses au niveau de la simulation de ce qu'on est capable de courir avec ce portefeuille, je dirais, étendu de SolidWorks, hein, le portefeuille 3D Experience Works. Et donc je vous invite à visionner les replays, les différents replays sur la chaîne YouTube, hein. Comme ça, vous allez pouvoir accéder peut-être à des contenus que vous n'avez pas pu accéder auparavant. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne journée, une bonne matinée pour ceux qui sont encore dans la matinée. Et puis, et à prochainement pour un prochain webinaire sur la simulation. Merci.